À la une de l'actualité de ce mardi, 14 ans après sa création, le tribunal de première instance de Yopougon ouvre ses premières sessions. La Cour va statuer dans les 43 prochains jours sur 43 dossiers d'affaires criminelles. Le ministère de la Santé déploie les grands moyens pour lutter contre le paludisme dans le district d'Abidjan. Un camion pulvérisateur va sillonner les différentes communes pour une démoustication en profondeur. En Ukraine, les accrochages entre pro-russes et pro-Kiev se multiplient. À coups de battes de baseball et de barres de fer, des militants pro-russes s'en sont pris en plein centre de Donetsk à des manifestants pour l'unité de l'Ukraine. Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal sur RTI 1. Le bien-être social des Ivoiriens au centre des préoccupations du gouvernement. Le Premier ministre est revenu hier sur les grandes actions menées pour le développement socio-économique du pays. Face à la presse, Daniel Cablon-Duncan a donné les perspectives pour les années 2014 et 2015. Alexis Ouedraogo. Face à la presse, avec un sujet qui suscite l'intérêt des populations, celui du bien-être social. Selon Daniel Cablon-Duncan, l'État s'engage aujourd'hui à la finalité de l'action gouvernementale, en d'autres termes, mettre en œuvre une politique sociale plus hardie en s'appuyant sur les performances économiques. Je sais que nos frères nous ont indiqué, on ne mange pas la croissance, n'est-ce pas? Ils se trompent totalement. Dans les pays où il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de création de richesse. Et quand il n'y a pas de création de richesse, il y a de la pauvreté. Sur la question de l'emploi, le cap fixé pour 1 million d'emplois sur 5 ans reste en ligne de mire. La motivation d'ailleurs de l'adoption le 26 novembre dernier d'une stratégie de relance de l'emploi. Elle aura pour objectif de résorber le nombre de chômeurs dans le pays, une action qui devrait donc permettre aux populations de faire face au coût de la vie. Comment se fait-il qu'on dit qu'il n'y a pas d'emploi, mais quand vous avez les offres d'emploi, il y a des offres d'emploi pour lesquelles on n'a pas donc de partie prenante. Comment expliquez-vous ça? Parce qu'il n'y a pas d'équation formation-emploi, tout simplement. Il faut corriger le tir et rapidement, ce qui est en train d'être fait. Autre point clé de la question du bien-être social des Ivoiriens, la priorité accordée à la mise en place cette année de l'ensemble du dispositif institutionnel et financier de la couverture maladie universelle. Le gouvernement poursuivra la construction, la réhabilitation et la rénovation des CHU. Mais en contrepartie, le gouvernement attend de l'ensemble du personnel de la santé plus de professionnalisme. Le secteur de l'éducation devrait lui aussi recevoir l'impulsion nécessaire à garantir les besoins de l'équation formation-emploi. Le gouvernement et autres mesures engagées à combler le déficit en logement, notamment pour les économiquement faibles. Les premières tranches des logements sociaux devraient d'ailleurs être livrées cette année. Le déficit cumulé pendant les 12 années de crise est de 400 à 500 000 logements. Mais si vous ne construisez pas des logements, vous pouvez faire toutes les politiques, baisser tôt, faire des textes, ça ne changera rien du tout. Il faut construire. S'agissant de l'accès de tous à l'eau potable, le gouvernement se fixe comme action prioritaire de mettre fin à la pénurie d'eau à Abidjan à partir de la fin de cette année, avec différents investissements à court terme pour un coût global de 90,6 milliards de francs CFA. Et pour ce qui concerne la production et la distribution d'électricité, le gouvernement entend à l'horizon 2020 porter la capacité de production à près de 4000 MW, ainsi réduire considérablement les pertes techniques évaluées à 22% de l'électricité produite. Ce potentiel permettra de soutenir la demande et de faire face aux exigences des Ivoiriens. Le marché de gros de Boaké, comme son nom l'indique, est un lieu d'achat par excellence pour les grossistes, longtemps prisé par les commerçants des différentes villes du pays et même de la sous-région. Ce marché a perdu de sa superbe. Les différents acteurs qui interviennent dans son exploitation se sont donc réunis afin de trouver des moyens de le redynamiser et surtout de lutter contre la vie chère. Amadou Ouattara. Le marché de gros de Boaké compte se positionner comme un levier essentiel dans la relance économique de la région de Boaké. Les dirigeants de ce marché ont compris que cela passe absolument par une organisation efficiente sur le terrain. Pour parvenir à cet objectif, ces dirigeants souhaitent l'application des tests, celui du périmètre de protection. Ce test stipule que dans le district de la vallée du Banama, l'activité de commercialisation des produits en gros doit se faire exclusivement au sein du marché de gros de Boaké.
Face à ce challenge, une trentaine de techniciens de plusieurs structures de la tutelle, dont l'Office de la commercialisation des produits vivriers OCPV et du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME, se sont retrouvés dans le cadre d'un atelier. Au centre des échanges, la redynamisation des activités du marché de gros. La priorité des priorités, c'est faire en sorte que tout commerçant de produits vivriers, qu'il soit de Côte d'Ivoire ou hors de Côte d'Ivoire, viennent se ravitailler ici. 5 grands travaux ont été présentés. Ce sont entre autres le repositionnement du marché de gros au plan national et international, la maîtrise du flux des marchandises vers l'intérieur et à l'export, ainsi que la sécurisation des recettes. Ces travaux permettront de constituer une feuille de route plus dynamique au profit des commerçants du marché de gros, mais également ils visent la réduction de la cherté de la vie. Le gouvernement travaille de manière structurelle, je dirais, à améliorer donc le quotidien des Ivoiriens. Ce qu'il faut retenir également, c'est que le marché de gros de Bouaké est de retour. De janvier à avril 2014, environ 13 millions de divers produits vivriers et agro-industriels sont sortis du marché de gros de Bouaké. Direction Yamoussoukro, les directeurs de ressources humaines de la fonction publique initiés à la gouvernance électronique, un outil pour faciliter la transmission des données entre les structures étatiques. Kader Sogodego. En vue d'améliorer le rendement de l'administration et la qualité des services qu'elle offre aux populations, l'État de Côte d'Ivoire a initié le projet de gouvernance électronique. Ainsi, dans quelques mois, à l'instar de certaines institutions du pays, c'est toute l'administration ivoirienne qui va bénéficier de nouvelles technologies à travers le projet e-fonction publique. Ce projet reste une priorité pour le gouvernement en ce sens qui garantira à terme non seulement la disponibilité de l'information en tout temps et en tout lieu, mais aussi et surtout l'accès aux citoyens à l'information des services publics en temps réel. Le directeur général de la réforme administrative et de l'informatisation, s'adressant aux participants à l'atelier de Yamoussoukro, constitué en majorité de directeurs des ressources humaines de plusieurs ministères et des responsables de certaines structures telles que le BNET, l'ANSUIT et le CICG, n'a pas manqué de relever les attentes du projet e-fonction publique. L'étude e-fonction publique nous permettra de répondre à beaucoup de questions. Quels sont les services que l'administration publique ivoirienne rend à ses citoyens, à ses clients usagers? Comment demande-t-on ces services? Comment délivre-t-on ces services? Les participants à l'atelier de Yamoussoukro se retrouveront dans le mois de juin pour la restitution finale du projet e-fonction publique. La fête du travail, c'est ce jeudi 1er mai, conformément donc à la loi portant code du travail. C'est un jour déclaré férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national et c'est un communiqué du ministère de l'Emploi. Le tribunal de première instance de Yopougon ouvre ses premières assises. Pendant 43 jours, la Cour va statuer sur 43 dossiers d'affaires criminelles. Elle est composée de 3 magistrats et d'un jury de 9 civils qui ont tous prêté serment. Reportage. Ouverture solennelle de la première session des assises de l'année judiciaire 2013-2014 du tribunal de première instance de Yopougon. Ces assises ne concernent que des infractions qualifiées de crimes. Nous avons 43 affaires inscrites au rôle qui concernent plusieurs infractions. Il y a des infractions de viol, de meurtre, d'assassinat essentiellement. Pendant 43 jours, la cour d'assises de Yopougon va statuer sur 43 dossiers criminels. Cette cour d'assises de la première session est composée de 3 magistrats professionnels et d'un jury de 9 civils, dont 6 jurés titulaires et 3 suppléants. Ces jurés ont été tirés au sort sur une liste donnée par le garde des Sceaux. Après la prestation de serment, toute communication leur est interdite sur le sujet. Ils représentent la population. La population va participer au jugement avec leurs sentiments, avec leur appréciation. Je crois que c'est une bonne chose. Au lieu que ce soit seulement l'affaire des techniciens, si on écoute aussi la population, c'est une bonne chose. Des jurés qui ne sont pas des professionnels puissent donner leur avis sur une question de justice, sur une procédure, je crois que c'est véritablement le chemin vers la justice équitable.
La loi prévoit la tenue des assises tous les 3 mois. Cependant, pour des questions budgétaires, les assises se tiennent de moins en moins et les accusés restent plusieurs années sans jugement. Les sanctions des infractions qualifiées de crimes vont de 5 ans à la perpétuité. 150 enfants défavorisés de la commune de Koumassi à Abidjan ont partagé un repas offert par l'organisation non gouvernementale Âme de Cœur. En tout, plus de 1000 plats ont été offerts dans cette commune afin de permettre à ces enfants d'être en bonne santé par des repas équilibrés. Doigt des lasers. Plus de 1000 plats pour 150 enfants. L'ONG Âme de Cœur offre de la nourriture aux enfants de la commune de Koumassi. Pour la présidente de cette organisation non gouvernementale, son action vise à apporter le sourire aux enfants les plus démunis. On me recevait dans ce coin-là pour pouvoir manger. Ça m'a fait vraiment du bien. Et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire un genre de choses comme ça chez moi, mais pour les enfants, parce que ce sont eux qui ont le plus besoin. J'aurais bien voulu que les enfants puissent manger tous les jours. À ses côtés, des opérateurs économiques, des associations de bienfaisance qui entendent œuvrer ensemble pour le bien-être des enfants. Si nous-mêmes, on a des problèmes à tout instant pour pouvoir conjuguer l'amour des uns et des autres, ne pas soutenir ces enfants qui doivent matin, midi, soir manger, ce serait un crime. Aujourd'hui, chacun d'entre nous doit essayer de ne pas avoir faim. Je vais manger un bon dessert avec du plat, du maca et du jus. Je suis très contente. L'initiative est saluée par Afoussiata Bambalamine, ministre de la Communication et par ailleurs marraine de la cérémonie. En son nom, Marie-Paul Yassé a transmis son attachement à la cause des enfants ivoiriens. L'ONG Âme de Cœur est à sa 9e édition pour cette opération dénommée 500 repas gratuits aux enfants de Côte d'Ivoire. Le personnel du ministère de l'Enseignement national a désormais une mutuelle, outil de solidarité, d'entraide et de partage. Elle va contribuer au mieux-être des agents. Le reportage de Kwadio Kwame. À Yamoussoukro, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a vu naître la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, outil de solidarité, d'entraide et de partage au sein de la famille éducative, socle de l'émergence. Cette organisation cadre avec la vision de la nouvelle société pour une réduction de la pauvreté et pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Avant de dégager ses priorités, le président du conseil d'administration de la mutuelle nouvellement élu a indiqué que ce cadre pour l'épanouissement de l'enseignant est synonyme d'un enseignement de qualité. Vous avez un souci de logement, vous avez un souci de santé, est-ce que vous pouvez travailler? Et nous, on veut des enseignants épanouis pour une école de qualité, que dis-je, d'excellence. Cadre propice à l'élan collectif de solidarité, la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique est une importante pierre à l'édification de l'école ivoirienne. Au regard des attentes et de l'espoir suscité par cette mutuelle, je puis vous assurer de l'intérêt que le gouvernement accorde à notre volonté de mutualisation enfin matérialisée. Il nous appartient de rivaliser d'imagination et de créativité pour donner corps, vie et âme à ce vecteur de promotion sociale et de réhabilitation des différents corps de métier qui animent le système éducatif. Aussi, Kandia Camara a-t-elle invité les gestionnaires de la nouvelle structure à la rigueur de sorte à mériter la confiance placée en eux. Au terme de cette Assemblée générale constitutive, plusieurs motions de soutien, d'encouragement et de félicitations ont été adressées au président de la République et à Mme Kandia Camara, ministre en charge de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique. L'université Alassane Ouattara de Bouaké a reçu la visite du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Niamien Konan est allé se rendre compte des conditions de travail du personnel éducatif et des étudiants. Charles Tatou. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Niamien Konan, veut des universités ivoiriennes où règne la paix et la sérénité.
Pour prôner ces deux valeurs de cohésion sociale, il était à Bouaké où il a passé un séjour plein de visites des locaux des structures de l'université Alassane Ouattara et de séances de travail avec tous les acteurs de cette université. Enseignants et personnel administratif de l'établissement, eux, ont égrené le chapelet de toutes les difficultés, mais surtout les entraves au bon fonctionnement de l'UAO. Nos collègues qui viennent nous prêter main forte, rien n'est prévu au budget de l'université pour leur permettre d'avoir un traitement digne de leur rang. Quant aux étudiants, ils n'ont pas manqué d'attirer l'attention sur les difficultés de déplacement et de logement. Vu la fermeture des universités pour réhabilitation, nous avons en majorité excédé les 26 ans, moi-même y compris. Nous souhaitons donc que l'âge limite soit fixé à 30 ans et plus. Pour le ministre Niamien Konan, la réponse à toutes ces préoccupations se trouve dans le recensement de tous les besoins avec les devis par les responsables de chaque université. Il va falloir que dans nos universités aussi, chaque année, vous identifiez ensemble, pour ne pas qu'on oublie quoi que ce soit, le budget de fonctionnement qui est nécessaire à la bonne marche sans entrave de votre institution. Cette visite de travail aura permis au ministre de s'imprégner des réalités de l'UAO. Les étudiants journalistes de Côte d'Ivoire se frottent aux professionnels du domaine. En prélude à la Journée mondiale de la liberté de la presse, une conférence pour mieux comprendre et connaître l'éthique et la déontologie du métier. Godefroy Okambawa à Mikanga. L'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 3 mai Journée mondiale de la liberté de la presse. Depuis lors, cette journée est célébrée dans le monde entier par les professionnels des médias. Et c'est en prélude à cette journée que l'Association nationale des étudiants journalistes de Côte d'Ivoire, l'ANEJCI, a initié une conférence sur le thème « L'étudiant en journalisme face aux défis de la professionnalisation des médias ». Le secteur de la presse se professionnalise. Avec l'aide de l'État, nous avons créé beaucoup de structures. Les structures créées par les journalistes eux-mêmes, mais les structures créées aussi par l'État. Je pense à la ACA, au CNP, à la CIJP qui donne les cartes d'identité de journalistes professionnels. Mais il y a aussi l'UNJCI, il y a l'OLPED, toutes ces associations qu'il faut connaître, qui font bouger notre monde aujourd'hui. Mais vous avez aussi le code d'éthique et de déontologie que le journaliste doit connaître. C'est la connaissance de toutes ces structures qui permettra aux journalistes d'être un bon professionnel demain. Pour le président de l'ANEJCI, créée en 2013, cette rencontre est une plateforme d'échange et de partage d'expériences avec les professionnels des médias afin de former la nouvelle génération. Nous retenons après cette conférence la lecture pour un étudiant en journalisme, le professionnalisme dans le rendu de l'information, la concision, la précision, qui sont des règles de base. Et sans oublier l'éthique, l'éthique qui est notre chemin, l'éthique qui est notre parchemin ou qui est notre guide, afin que tout étudiant en journalisme puisse sortir demain et être un professionnel des médias. Pour l'édition 2014, l'accent sera mis sur la liberté et la contribution des médias pour un avenir meilleur à l'agenda de développement post-2015. Fraternité Matin, longtemps à la tête des quotidiens ivoiriens en termes de chiffres de vente, connaît en ce moment des difficultés. La solution, donner de nouvelles orientations au journal afin de fidéliser les lecteurs. Awa Sissé et Alexis Ouedraogo. Acheter ou feuilleter un Fraternité Matin, un acte banal posé par la plupart des Ivoiriens. Le quotidien vient pourtant de constater une baisse de ses ventes depuis quelques mois. Il a initié un séminaire pour comprendre ce qui ne va plus. Il y a à peu près 6 mois, on a constaté une stagnation de nos ventes. Et puis quelques temps après, il y a eu la cérémonie des Boni, au cours de laquelle on n'a pas pu attribuer de prix parce qu'on a estimé que le niveau de la presse était trop bas. Et puis dans la même période, l'ensemble des journaux ont décidé d'augmenter leur prix à 300 francs. Donc tout cet ensemble m'a fait réfléchir et j'ai commandité une enquête pour voir un peu pourquoi Fratma stagne, pourquoi la presse ivoirienne de façon générale baisse et puis quelles sont les méthodes, quels sont les moyens pour enrayer ça. Les recherches menées par le cabinet retenu sont claires. Les lecteurs ont envie d'objectivité. Ils recherchent une presse beaucoup plus indépendante, une presse plus objective, une presse présentant et traitant l'information en profondeur
et une presse qui prend de la hauteur par rapport à l'information qu'elle véhicule auprès de la population et surtout une presse qui ne soit pas alarmiste. Des attentes qui ne sont pas seulement celles d'Ivoiriens, mais de tous les Africains sur le continent. Que ce soit en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, au Rwanda, la presse africaine a atteint un tournant critique. Le nombre de journaux est tellement impressionnant que l'on se demande comment chacun fait pour sortir son lot, pour sortir du lot. Comment devenir une presse à la fois professionnelle, critique, mais qui intéresse également le lectorat. Au terme de ce séminaire, a assuré le directeur général du groupe Fraternité Matin, les Ivoiriens devraient avoir un quotidien répondant pleinement à leurs exigences. Un agent recenseur blessé par balle hier à Soubré, un incident survenu alors qu'un homme tentait d'abattre un chat avec son fusil, mais en lieu et place de l'animal, c'est la jeune femme qui a été touchée. Elle a immédiatement été prise en charge par l'hôpital général de Soubré. Mamadou Kouassi. La rumeur de sa mort a fait le tour de toute la région de la Nawa, région située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Dans la matinée de ce lundi 28 avril 2014, Kofi Amina Thérèse, agent recenseur dans le département de Miyagi, victime d'un incident, est bel et bien vivante. Selon des témoignages, elle aurait reçu des balles tirées d'un homme de son village. Il y avait un jeune qui dit que depuis un mois, il a son chat qui a quitté la maison, mais qui vient notamment manger ses poussins. Et donc ce matin-là, il a couché, il a entendu le bruit du chat. Donc il a pris son fusil pour venir tuer le chat. En ce moment aussi, elle avait déjà fait le recensement, donc elle devait passer à un autre campement. Donc très tôt, elle s'est levée pour se laver. Comme généralement les parents vont très tôt au champ, donc elle a voulu être matinale pour pouvoir les trouver en place. Donc elle était dans le WC lorsque le monsieur a tiré. Et ça l'a pris directement. Et le gars il dit que non, il a voulu tuer le chat, mais il n'a pas pu avoir le chat. Et c'est elle qui l'a eu. Elle était dans un WC, et comme le WC en campagne, c'est les bâches, voilà, donc ça a transversé et puis ça l'a eu directement. Voilà. Informé de la situation, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabrouk-Twakus, a effectué le déplacement de l'hôpital général de Soubré pour apporter la compassion et le soutien du gouvernement à la blessée ainsi qu'à sa famille. Il a rassuré ses parents de la prise en charge totale des soins de la victime. On va la soigner, hein, ça va bien se passer. D'accord. Donc, beaucoup de courage. Et puis on va prier, elle va s'élever rapidement. D'accord. Sinon, les médicaments, tout ça, vous n'allez rien payer. Allez, ça va aller. Hein. Bonne guérison. L'auteur de cet incident sera aux mains de la gendarmerie nationale. Le ministère de la Santé lance une grande opération de démoustication dans le district d'Abidjan. Des camions pulvérisateurs vont sillonner les différentes communes afin d'éliminer les nids de moustiques, vecteurs de transmission du paludisme. Hervé Boué, Franck Quadio pour le reportage. Koumassi à Kromiabla. Nous sommes en début de soirée, un moment propice pour la prolifération des moustiques de type anophèle, vecteurs du paludisme. Des insectes qui vivront un mauvais quart d'heure et pour cause, ce camion pulvérisateur venu démoustiquer l'environnement. L'insecticide est mélangé au gasoil. Donc le gasoil c'est ici de diluant. Donc le gasoil la brûle et propulse les molécules insecticides dans l'air. Dès que le moustique rentre en contact avec les molécules insecticides, donc le moustique meurt. Cette campagne de démoustication s'inscrit dans le cadre de la lutte antivectorielle, objectif à réduire la transmission du paludisme. L'environnement est malsain. Dans les quartiers où nous avons beaucoup de flaques d'eau stagnantes, les récipients qui recueillent l'eau des plantes à l'intérieur de nos maisons sont également des gîtes larvaires. Une initiative fort appréciée par autorités municipales et populations. La santé aujourd'hui, c'est la première préoccupation des populations. Il est bon de prévenir que de guérir. Avec la prolifération des moustiques et les eaux usées, je pense que cette campagne pourra amener les populations à mieux se contrôler afin de faire reculer la maladie. Cette opération de démoustication est en cours à Abidjan jusqu'au 12 juillet 2014. Elle sera ensuite étendue à l'ensemble du pays. La coopérative agricole Doupoyo a commercialisé plus de 1200 tonnes de cacao et c'est un modèle de réussite dans le département de Soubré, zone sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Eugène Atoubé.
Rarement coopérative agricole aura reçu à la fois félicitations et encouragements. ECAO, entreprise coopérative agricole de Poyo dans la région de Soubré, a même été cité en exemple par le délégué régional du conseil Café Cacao. Si le Seydou s'est fait fort de relever les performances de ECAO, organisation de producteurs de café et de cacao qui a opéré SAMU pour être aujourd'hui une coopérative agricole avec conseil d'administration. Ces résultats sont édifiants. 1200 tonnes de fèves de cacao commercialisées, dont 880 certifiés. En retour, 436 membres de ECAO sur les 532 que comptent ces 7 sections se sont partagés plus de 30 millions de francs CFA comme prime à la certification. L'entreprise coopérative agricole d'Upoyo peut se targuer d'avoir mené plusieurs actions sociales, notamment la réhabilitation de l'école de Golcro avec équipement en table-banc, la distribution de vivres aux cantines scolaires des localités qui abritent les sections de la coopérative. Le sous-préfet de Poyo et le directeur départemental de l'agriculture ont relevé l'abnégation au travail des producteurs membres de ECAO. Ceux-ci ont été invités à rester fidèles à leur coopérative, dont les dirigeants, et aussi ont été invités à la transparence dans la gestion pour demeurer une coopérative compétitive et professionnelle. La lumière et l'eau font leur entrée dans le quotidien des populations de Djedou, double motif de réjouissance pour cette localité située à 4 km de la commune de Botro. C'est dans le Gbeke. Reportage. Le village de Djedou, commune de Botro, connecté au réseau électrique national et disposant désormais de l'adduction en eau potable grâce au programme présidentiel d'urgence PPU. Pour permettre aux populations d'exprimer leur joie, la mutuelle de développement socioculturel du Djedou MUDED a initié une journée de retrouvailles, mais surtout de reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, et au gouvernement. Cependant, il reste beaucoup à faire à Djedou pour assurer le bien-être de la population. L'eau, le courant, qui sont, disons, des facteurs du développement, j'allais dire, humain. Nous avons l'école qui a 3 classes qu'on doit reconstruire. Nous avons 3 logements de maîtres aussi qu'on doit reconstruire. Tous ces projets-là nous tiennent à cœur. Le maire de Botro a quant à lui exhorté la population de Djedou à l'union, à l'entente et à la cohésion sociale. Concernant le chômage des jeunes, préoccupation essentielle, le premier magistrat de la commune envisage d'y apporter une solution. Qu'on ait des programmes de développement cohérents pour chaque village. Et ça va aider la commune donc à réaliser de grands projets. Pour la jeunesse et la femme, nous avons créé une ferme école pour former les jeunes gens, les jeunes femmes au métier de l'agriculture et les installer à leur propre compte. Créée en 2006, la mutuelle de développement socioculturel de Djedou compte mener d'autres actions pour l'épanouissement des populations, dont l'autonomisation de la femme en milieu rural. Un mot de religion, depuis ce dimanche, les papes Jean-Paul II et Jean XXIII sont des saints au sens catholique du terme. Près de 800 000 fidèles ont assisté à cette double canonisation à la place Saint-Pierre de Rome. Le président du PDCI, Henri Konan Bédié, a représenté sur place le président ivoirien Alassane Ouattara. Jérôme Kofi Abolin. Très saints, le pape 23 et le pape Jean-Paul II le sont à tout jamais après cette cérémonie consacrée à leur canonisation ce dimanche 27 avril 2014 au Vatican à Rome, en Italie. Cette journée dominicale particulière au Saint-Siège, le pape François l'a voulu comme un moment inoubliable d'hommage à ces deux figures emblématiques de l'Église catholique lors de la messe organisée à cet effet. Pour le souverain pontife, Jean XXIII et Jean-Paul II méritent beaucoup pour avoir été deux hommes courageux, remplis de la liberté et du courage du Saint-Esprit. Saisissant cette occasion, il a exprimé sa gratitude à toutes les personnalités qui, de leur présence, ont rehaussé la cérémonie. Personnalités au nombre desquelles le président Henri Konan Bédié, venu représenter le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. Pour le président Bédié, la présence de la Côte d'Ivoire à cet événement trouve sa justification dans l'excellence des rapports qui a toujours prévalu entre le président Félix Houphouët-Boigny et le pape Jean-Paul II. Je suis très heureux de me retrouver à Rome. Et très heureux aussi parce que le président
Alassane Ouattara m'a demandé de conduire la délégation des personnes qui viennent assister à la cérémonie de canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II. La plus haute importance que nous accordons à cette cérémonie, qui n'est pas ordinaire, bien qu'elle participe de la tradition de l'Église catholique. Notre présence ici est à la mesure des relations qui existaient entre le pape Jean-Paul II et le président Félix Houphouët-Boigny. Comme le président Henri Konan Bédié, représentant le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, plusieurs chefs d'État et de gouvernement, environ une vingtaine, ont effectué le déplacement. Leur présence, parmi les nombreux fidèles réunis sur cette place Saint-Pierre de Rome, à cette autre occasion, on peut le dire, constitue incontestablement la preuve de leur volonté de continuer à œuvrer pour la paix et l'amour à travers la religion. Les accrochages entre pro-russes et pro-Kiev se multiplient en Ukraine. Des militants pro-Kiev ont été la cible d'une attaque de séparatistes pro-russes. Bilan, une quinzaine de blessés. Ces brutalités visent à empêcher toute expression populaire dissidente, alors que plusieurs sondages récents auraient montré que près de 2/3 des habitants de la région de Donetsk rejettent les projets des groupes séparatistes soutenus par Moscou. Et voilà qui met fin à ce 13h. Merci de nous avoir suivis. L'actualité, c'est aussi les www.rti.ci.